Bonjour, bonjour. Alors, première vidéo un peu bizarre déjà, mais pourquoi? Parce que vous me suivez quand même, on ne se connaît pas. Théoriquement, et j'avais un peu envie de commencer par les premiers sujets que je voulais aborder dans cette chaîne, mais je ne me suis jamais sentie prête jusqu'à aujourd'hui. Et le premier sujet, c'est comment j'ai découvert que j'avais la maladie. Eh bien, comme vous pouvez le lire dans ma bio, et pour ceux qui me connaissent, je suis atteint de sclérose en plaques depuis de nombreuses années maintenant. Et je voulais vous en parler un peu pour voir si quelqu'un pourrait s'identifier à l'expérience que j'ai eue, comment j'ai découvert que j'avais la sclérose en plaques. C'est une histoire passionnante, il y aura d'autres sujets liés à cela qui peuvent être plus intéressants pour certains types de personnes, comme les mères. Alors, au fur et à mesure que l'histoire avance, vous me direz si vous voulez entrer dans le sujet, aller plus en détail sur certains sujets. Tout a commencé quand j'étais en dernière année de lycée, dans un lycée classique. Et j'ai commencé à sortir avec un beau garçon très mignon. Et l'année dernière, d'une part, je me libérais enfin de ce fardeau. D'autre part, je voulais m'amuser, rocker parce que je suis grande, j'ai 18 ans et ainsi de suite. Je venais juste d'obtenir mon permis de conduire de toute façon. Je rencontre ce type lors de nos premiers rendez-vous. Je commence à ressentir quelque chose qui n'allait pas avec mon corps. Il faut savoir que j'ai toujours été une vieille femme. Il faut savoir que j'ai toujours été une vieille femme, une personne qui a toujours mal à la tête en service. Alors j'ai commencé à avoir ce malaise à la main. D'abord un malaise dans ma main, puis un malaise dans mon pied, qui était presque comme une sensation de picotement. La sensation est la suivante précisément. J'avais l'impression que de petites fourmis marchaient sur ma main. Cela allait et venait. À un certain moment, j'ai commencé à ressentir de très forts maux de tête dans cette région, comme des migraines. Ma mère souffre de migraines. Je sais que les migraines sont un problème héréditaire. Alors j'ai toujours pensé que je souffrais aussi de migraines. J'avais l'habitude de prendre de l'Oléine, des yeux, j'avais l'habitude de prendre tout et n'importe quoi, mais ce mal de tête ne disparaissait pas. À un moment donné, j'ai commencé à penser que c'était le stress, peut-être à cause des études. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi, mais je suis le genre de personne qui, quand elle ne sait pas ou est super timide, donne l'impression d'être celle qui se la pète ou celle qui fait la blague. D'habitude, c'est plutôt le bouffon de la cour, donc je suis drôle. J'essaye de rendre ça drôle. Et donc, je n'arrête pas de dire à ce type, regarde, je ne sens plus ma main, regarde, je fais ça, je ne sens rien, je ne sens plus mon pied. Le truc, c'est que j'ai commencé à ressentir ces picotements et cette hyposensibilité. C'est-à-dire que j'ai commencé à ne plus sentir mes membres, en commençant par les extrémités, donc par les doigts, et puis ça s'est progressivement étendu, ça s'est étendu au bras, puis à la jambe, jusqu'à ce que ça devienne complètement insensible. Donc ma jambe et mon bras gauche étaient complètement insensibles, donc j'étais complètement insensible à cette chose. Astucieux, en tant que jeune fille inconsciente de 18 ans, je n'y ai pas prêté attention, sauf que je n'arrêtais pas de dire à ma mère que j'avais mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. Et puis je me suis dit, est-ce que c'est parce que je porte des lunettes? En ce moment, non, mais j'ai l'habitude de porter des lunettes. C'est peut-être à cause des lunettes. Il faut peut-être que je change de lunettes parce que je vois moins bien. Nous avons donc pris rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Pour que j'aille voir si c'est vraiment les lunettes, le problème. De toute façon, les gars, je veux dire ces cheveux pour ceux qui sont bouclés, comprenez que je ne sais pas comment faire si je ne les coiffe pas parfaitement, mais ok, changeons de sujet. On va chez l'ophtalmologiste, il me fait l'examen canonique. Cet ophtalmologiste est un ami de la famille. D'ailleurs, c'est un très bon ophtalmologiste que je ne connais même pas. Peut-être qu'il n'est plus là. Et l'ophtalmologue me fait l'examen en me montrant les lettres classiques. Quand il me fait ça, je ne vois rien du tout. Je veux dire, ce n'est pas que tu dises je vois la lettre un peu mal, je la vois un peu floue. Rien. Je veux dire, je voyais le tableau complètement blanc, peut-être un peu grisâtre. À un moment donné, il me montre deux choses. Il me montre un tableau divisé en deux. Une partie rouge et une partie verte avec cet œil, c'est-à-dire l'œil droit. Je voyais assez bien avec l'œil gauche, il couvre mon œil droit et me dit de mieux voir la lettre ou le chiffre, mais je ne me souviens pas s'il y avait une lettre ou un chiffre. Je vais maintenant télécharger l'image de ce qu'ils vous montrent quand ils vous font passer ce test. Et il m'a dit de mieux voir.
Le chiffre est mieux dans la partie verte ou dans la partie rouge? La réponse que je lui ai donnée était que je voyais cette couleur, je voyais tout en rose, c'est-à-dire que pour moi, tout ce qui était carré était rose. L'oculiste s'est alors alarmé et m'a fait des examens plus approfondis, la visite est sortie, il a appelé ma mère et lui a dit « Regardez madame, l'œil de votre fille va bien, elle n'a rien, elle a un problème. » Elle n'a rien, elle a un problème au niveau du nerf optique, qui est le nerf qui contrôle l'œil. Il faut donc aller d'urgence aux salles d'urgence et essayer de trouver ce que c'est pour voir ce qui ne va pas avec les nerfs. D'accord, ma mère a vraiment peur parce que le service des urgences, et avec une ordonnance qui dit hospitalisé d'urgence, on met 5 heures, c'est mon expérience personnelle, puis on va aux urgences. 5 heures, c'est mon expérience personnelle, puis on attend 5 heures. À 1 heure du matin, on me fait enfin entrer, on me fait les prises de sang. Classique, j'étais paranoïaque parce que j'ai toujours eu la phobie des aiguilles. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, pardonnez-moi si ça ne s'appelle pas comme ça. De toute façon, j'ai peur des aiguilles. Quand ils m'ont dit que nous devions faire une prise de sang, quoi? Alors en fait, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, la prise de sang était la moins importante, de toute façon. Ils font tous les tests, ils me demandent ce qui s'est passé, je ne me souviens de rien d'autre. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est que je répète que j'ai eu 18 ans et que ma mère m'a élevée seule. Elle avait cet instinct protecteur envers moi qui est très fort même maintenant que j'ai 32 ans. Alors quand ils m'ont fait entrer, à un certain moment, ils ont dit à ma mère « Madame, vous devez partir parce que la fille est majeure et qu'elle répondra d'elle-même. » Ils l'ont donc laissée sortir. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'ils m'ont fait, mais à un moment donné, ils m'ont dit « Indégora, nous devons t'admettre. » Je suis aussi hospitalisée parce que j'ai été hospitalisée plusieurs fois quand j'étais petite, mais depuis l'âge de 3 ou 4 ans, je n'ai jamais été hospitalisée. Je n'ai jamais eu de grippe, je n'ai jamais rien eu, alors j'ai dit « c'est cool, je ne vais pas à l'école ». Pensez à l'idiotie qui a été ma première pensée. Quoi qu'il en soit, ils m'ont fait appeler ma mère et lui ont dit « écoutez madame, nous devons vous admettre parce que ce que l'ophtalmologiste a vu est ce que nous avons vu aussi. Mais nous devons faire d'autres tests. Alors vous rentrez chez vous, la fille reste ici. Je suis toute la nuit aux urgences. Je veux dire que je n'étais pas dans un lit, mais j'étais dans la salle d'urgence, j'étais sur un lit de camp, je crois un de ces lits à roulettes, à côté de la petite pièce où se trouvaient les infirmières, les médecins et tout le reste. Toute la nuit. Le lendemain, ma mère est revenue tôt le matin pour savoir ce qui allait m'arriver. Et ils lui ont dit qu'ils devaient me transférer dans un autre hôpital parce que l'hôpital dans lequel nous nous trouvions pouvait faire ce qu'ils avaient fait aux urgences pendant la nuit. Ils m'ont alors admis à la polyclinique et là ils ont commencé divers tests pour comprendre de quoi il s'agissait et ils m'ont donné des piqûres de cortisone, ce qui est maintenant une chose très normale pour moi. Mais à ce moment-là, ils m'ont dit que vous aviez une inflammation du nerf optique et que la cortisone devrait provoquer une poussée. Puis j'ai commencé à voir des gens aller et venir, parce que quand on est plein de gens, on commence à voir les lits se remplir puis se vider, parce que les gens vont toujours mieux, espérons-le, ils quittent l'hôpital ou malheureusement ils partent. Mais vous êtes toujours là? En fait, j'étais toujours là, j'étais en ophtalmologie parce que mon problème de vue était la chose la plus sérieuse que j'avais. Et ils m'ont donc admis dans le service d'ophtalmologie. Ils ont fait d'autres tests et ils ont fait un autre examen des yeux après les poteaux de cortisone. Et je pouvais effectivement voir dans le sens où je commençais à voir un peu les lettres les plus grandes. Alors ils ont réalisé que c'était probablement le nerf optique qui était endommagé, mais ils ne savaient pas à cause de quoi. Et le premier examen, un peu étrange, parce que en tant que profane, je ne suis jamais allée à l'hôpital, je n'ai fait que des analyses sanguines de routine, j'allais chez le pédiatre, j'allais chez le médecin généraliste, mais je n'ai jamais fait je ne sais quel type d'examen. Ils m'ont dit que nous devions faire un test spécial appelé IRM. Pour tous les fous, c'est aussi une chose normale maintenant. Ils m'emmènent donc dans une zone de l'hôpital qui ressemble au sous-sol de l'hôpital et il n'y a rien. À un moment donné, nous atteignons une zone et j'entends des gens crier. Je pense que je suis passée par le service psychiatrique, mais je n'en suis pas sûre, j'étais peut-être lucide. Et puis ils m'ont amenée ici,
Ok, c'est mon cauchemar. En ce sens qu'il m'emmène passer une IRM. Comme je l'ai déjà dit, j'ai terriblement peur des aiguilles. Alors quand ils m'ont dit que nous devions faire un examen, j'ai pensé « Oh mon Dieu, c'est un examen où ils doivent faire un prélèvement très douloureux ». Ils m'ont mis sous perfusion, ce que j'avais toujours fait de toute façon, donc le trou était déjà là. Et ils m'ont dit « Mets-toi sur le divan, maintenant tu dois te détendre, on va te mettre sur ce divan, tu vas devoir entrer dans cette machine, mais on ne va rien te faire, on doit juste voir ce qu'il y a dans ton cerveau. » Non. Je me suis dit qu'ils n'avaient pas besoin de me faire quoi que ce soit, qu'ils ne me tiraient pas, qu'ils ne me faisaient rien, je vais me faire déchirer. Je passe cette IRM qui sera le premier IRM que je n'oublierai jamais. Et je sors de cet examen en me disant « Ok, ils ne m'ont rien fait, ils ne m'ont pas fait de mal. » Quand je reviens, les médecins n'arrêtent pas de me rendre visite. Ils viennent dans ma chambre, ils font tout et plus encore sans rien dire. Tout et plus encore sans rien dire. Ma mère venait me voir tous les jours et tous les jours, il lui disait « Madame, nous faisons des tests. Nous ne savons pas ce que c'est. » De toute façon, ils font ces tests et une dame arrive et je ne sais pas si c'était un médecin ou une infirmière parce qu'elle n'est pas venue. Elle me demande de m'asseoir. Si je peux vous montrer ici, je vous montrerai ce qu'est une IRM du cerveau. Vous pouvez me dire dans les commentaires si quelqu'un qui n'a jamais vu d'IRM peut comprendre ce qu'est une IRM. De toute façon, elle met ses feuilles de papier devant moi et me dit qu'il y a des taches dessus. Et les taches sur le cerveau ont tendance à être une tumeur. Donc vous avez très probablement une tumeur au cerveau. Vous avez donc beaucoup de chances de ne pas avoir eu cette mauvaise chose, mais on ne fait pas ça. On ne va pas voir une petite fille pour lui parler comme ça. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai regardée et elle m'a dit que c'était peut-être une infirmière. Elle m'a dit que les médecins allaient tout expliquer. Je n'ai pas répondu, je suis restée silencieuse. Quand elle est partie, j'ai appelé ma mère, désespérée, et je lui ai dit « Maman, ils m'ont dit qu'il y a une chose qui est vraie à 18 ans. » C'est vrai qu'à 18 ans, on est un adulte à 18 ans qui prend ses responsabilités, mais à 18 ans, on est encore un enfant. Pour un parent, de dire « Dites-moi si quelque chose ne va pas, dites-moi ce qui ne va pas avec ma fille. » À mon avis, ce n'était pas un bon choix. Quoi qu'il en soit, après cette parenthèse, ma mère revient en furie. Elle retourne voir le médecin qui lui dit « Oui, nous avons fait passer un IRM à votre fille, mais nous ne sommes toujours pas sûrs de ce qu'elle a. » Ma mère lui répond « Vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas sûr de vous. » Ma mère lui dit alors « Vous êtes le médecin-chef, vous n'êtes pas sûr de ce qui ne va pas avec ma fille parce que cette personne est allée voir ma fille et lui a dit « Vous avez une tumeur au cerveau. » Je n'en sais rien. Cela fait presque 20 ans que je ne sais toujours pas pourquoi c'est arrivé. Quoi qu'il en soit, poursuivons mon histoire. Ils font cette IRM, ils savent déjà ce que cela pourrait être et ils me transfèrent. Ils me disent que nous devons vous transférer à nouveau. J'étais au service d'ophtalmologie de la polyclinique. On me dit qu'il faut vous transférer au service de neurologie. C'était le premier hôpital, donc l'hôpital où je suis allée aux urgences. Et ils ont fait une autre série de tests. Et maintenant, quand j'y pense, l'expérience que j'ai eue n'était pas exactement... L'expérience que j'ai eue n'a pas été très bonne. Mais ma mère n'arrêtait pas de me demander ce que j'avais. Elle n'arrêtait pas de répondre « Madame, nous ne savons pas ». Et quand elle répondait « Au moins, vous pouvez la faire sortir. Vous savez quand elle sera sortie, madame. Nous ne savons pas ». Alors, pendant 2 mois, c'est ce qui s'est passé. Je dois dire la vérité. De mon point de vue, j'ai rencontré beaucoup de gens, surtout des personnes âgées, et j'ai eu l'occasion d'apprendre à connaître les gens. Et j'ai eu l'occasion d'apprendre à connaître beaucoup de gens, parce que d'un service à l'autre, mes camarades de classe étaient proches, parce que j'ai manqué beaucoup de temps à l'école, de toute façon. Je me souviens que même mes professeurs du lycée sont venus me rendre visite à l'hôpital. Je me souviens encore comme si c'était hier qu'un professeur a demandé à m'interroger. Professeur, je vous salue. Mais si vous me regardez, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé parce que nous devions faire la série de questions sur Freud, et j'avais sauté la question parce que j'étais à l'hôpital. Ce professeur est venu me voir. J'aimais ses matières, l'histoire et la philosophie. J'ai vraiment aimé la philosophie grâce à lui, alors je lui ai demandé, je me rappelle encore comment c'était hier, professeur, est-ce que vous pouvez m'interroger parce que je suis prêt si vous m'interrogez? Et à juste titre, le professeur m'a dit, écoutez, au revoir quand même. Je dois dire qu'en guise de souvenir, j'ai aussi le très bon et très beau souvenir de toutes les personnes qui étaient proches de moi à ce moment-là, ce qui est un moment très dur, mais heureusement que j'étais inconscient.
car je ne me rendais pas compte de la tragédie que j'étais en train de vivre. Pour revenir à nous, j'ai ces tests. Un jour, je suis toujours un perdant. Ils arrivent, 5 médecins, 5, je ne plaisante pas, 5 dans la pièce, je les regarde et je dis « Oh mon Dieu !» Parce que de toute façon, ce qui se passe à l'hôpital, c'est qu'ils viennent et t'emmènent dans une pièce et te disent que nous devons faire un petit examen, puis ils te font des choses que tu ne sais pas, surtout si tu n'as jamais été à l'hôpital. Je vois donc ces 5 médecins me dire que nous devons faire un petit examen. C'est parce que vous êtes 5, non parce qu'il y a des résidents ici, parce qu'ils doivent apprendre, et ainsi de suite. Nous devons prélever un petit échantillon sur les 2 bras, et je lui dis de faire ce qu'il veut. Et il me dit non, en fait, nous devons prélever un petit échantillon dans votre dos. En fait, ils ont dû faire une arachysynthèse, c'est-à-dire un prélèvement de LCR dans le dos. Le but est de donner au médecin la certitude que le patient est atteint de sclérose en plaques. Je vais vous raconter mon expérience avec la seule arachysynthèse que j'ai faite dans ma vie, parce que grâce à cette expérience, j'ai eu le souffle coupé toutes les autres fois où, malheureusement, j'ai dû la faire. J'ai dû le faire. Puis une infirmière, si je me souviens bien, m'a donné un oreiller. Et ils m'ont dit de prendre l'oreiller, de le serrer fort et de me pencher vers l'avant, de me pencher en avant et de pousser avec les fesses vers l'arrière. Il soulève ma chemise, il m'asperge de glace. Et il m'enfonce une aiguille dans le dos. Et c'est bien dans le sens où j'ai vu, au cours de mes différentes hospitalisations, tant de personnes subir une arachysynthèse, mais jamais personne ne souffrait. Tellement il plante cette aiguille. Le problème, c'est que je n'ai appris qu'après coup que la personne qui m'a fait ça était un spécialiste. Rien à enlever, dans le sens où, évidemment, si on doit pratiquer, je suis pour. Dommage qu'il était censé s'entraîner, mais que son aiguille s'est coincée. Il a donc dit au médecin, « Docteur, mon aiguille est coincée. » Et là, je ne me souviens plus de rien parce que je criais. Tous ceux qui me connaissent le savent. Surtout les infirmières et les médecins qui ont eu affaire à moi savent que je ne suis pas quelqu'un qui se plaint parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Je souffrais des douleurs de l'enfer parce que c'est un examen qui doit être fait en quelques secondes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour le faire, mais vous pouvez voir qu'il y avait quelque chose d'inattendu. Une autre chose, pas très agréable, c'est qu'ils m'ont donné l'aiguille dans le dos. Je ne savais même pas que c'était nécessaire. Je ne savais même pas que mon autorisation était nécessaire parce qu'ils m'ont donné ce papier et j'étais penchée avec ce papier sur mes jambes ou plutôt sur l'oreiller. Avec le papier sur mes jambes ou plutôt sur l'oreiller et un stylo, je l'ai signé. Je ne sais même pas avec quoi je l'ai signé parce que tu es mère de toute façon, parce que tu as 18 ans quand même. Ils m'ont gardé allongée pendant 24 heures parce qu'ils doivent vous garder allongée pendant 24 heures où vous avez mal à la tête. Puis ma mère est revenue, la pauvre, à chaque fois qu'elle venait me voir à l'hôpital, ces malheurs arrivaient. Ma mère est venue me voir et lui a raconté à nouveau tout cela. Et ils ont fini par lui expliquer pourquoi. Ils lui ont dit que j'avais probablement une sclérose en plaques, qu'ils voulaient en être sûrs et qu'avec l'arachysynthèse, ils seraient sûrs de ma maladie. Au bout de quelques jours, le médecin est venu. Elle s'est assise sur le lit avec moi et m'a dit « Indra, vous avez la sclérose en plaques ?» C'est la fin. Voici donc comment j'ai découvert que j'avais la sclérose en plaques, si vous avez aimé tout cela. J'ai abordé 3 thèmes. 1. Tous les gags de mon séjour à l'hôpital, il y en a tellement. 2. Comment j'ai rencontré mon mari qui était mon petit ami, d'ailleurs je dois vous le dire parce qu'il venait me voir à l'hôpital tous les jours et il passait son permis de conduire parce qu'il venait juste d'avoir 18 ans. Alors il venait avec ses livres de quiz pour le permis de conduire et il faisait le quiz sur son lit, alors il était toujours avec moi de toute façon. Et autre chose, dites-moi si vous êtes intéressé par la sclérose en plaques et la maternité, parce qu'il y a 3 ou 4 choses que j'aimerais partager avec vous. Alors dites-moi si vous êtes intéressé. Bonjour,